Ah, si j'étais riche, da 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 da. Vous connaissez, c'est de la fameuse comédie musicale Le violon sur le toit. Quand on traduit cette chanson en hébreu, on traduit ces mots-là par Lou Haïti Rothschild, si j'étais Rothschild. Rothschild est devenu un synonyme de richesse absolue, extrême. Pourtant, Rothschild est synonyme aussi de rigueur, intégrité, fraternité, synonyme aussi de sionisme, histoire d'Israël, synonyme d'aide aux Juifs en détresse de par le monde. Suivons les Rothschild à travers l'Europe, des ghettos aux plus beaux palais, sur les champs de bataille et dans les salles de bourse, dans les marécages d'Eretz Israël. Pour comprendre, il faut revenir au tout début. Nous commençons à Francfort en Allemagne. Si vous êtes un voyageur au XVIIIe siècle qui arrive à Francfort en bord du Rhin dans la principauté de Hessen, vous ne pouvez manquer de passer sur le pont avec en son centre la Judenzow, la truie juive. C'est une grosse truie entourée de juifs qui soit la tête, soit ont avec elle des relations intimes, soit mangent ses excréments. Les Juifs sont exclus de nombre de métiers et commerces, forcés de vivre dans le ghetto, une rue en fait qu'on appelle Judengasse. Ils sont assignés à résidence tous les soirs, les dimanches et durant toutes les fêtes chrétiennes. Ils ne peuvent bien sûr pas approcher des parcs, cafés, promenades, parvis d'église. Au XVIIIe siècle, ce sont 3000 Juifs qui habitent dans la Judengasse. Au lieu des 300 qui sont prévus à l'origine, les conditions sont bien sûr effroyables. C'est dans ce ghetto, en 1744, que va naître Meir Amschel Rothschild, l'un des 8 enfants de Moshe Rothschild. Moshe Rothschild vend tout type de marchandises du dos de son âne dans les marchés des principautés alentours. Souvent, le petit Meir Amschel l'accompagne et se découvre une passion d'enfant pour la collection de pièces de monnaie des différentes contrées qu'il visite. Puis, Moshe décide d'ouvrir un petit bureau de change dans leur maison de la Judengasse. Et c'est le petit Meir, extrêmement doué en calcul mental et fin connaisseur de toutes les pièces, qui tient souvent le bureau. Il n'a que 11 ans quand il perd en quelques mois sa mère puis son père. Envoyé à la yeshiva, le jeune Meir, pas trop dans son élément, réussit à décrocher une place d'apprenti dans la fameuse banque de la grande famille juive Oppenheimer à Hanovre en Allemagne. Et là, il découvre une communauté juive beaucoup plus libre, le monde de la finance, de la noblesse allemande, mais surtout, le meilleur moyen pour un juif de percer dans les affaires, devenir un agent de cour. Car cette Allemagne du XVIIIe siècle, c'est pas un pays unifié tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais un morcellement de petits et grands territoires régis par des princes, des principautés. Chaque prince a son juif. À l'âge de 20 ans, à travers la collection de pièces rares, Rothschild se lie avec la cour du prince Wilhelm de Hessen, la région de Francfort, et de son bras droit Karl Buderus. Il peut maintenant demander enfin la main de Gutenschnapper, le meilleur parti de Francfort. Ils auront 18 enfants, 10 survivront, 5 garçons et 5 filles. Gutel dirige la maison, éduque les enfants dans le chemin de la Torah et des valeurs morales qui deviennent la marque distinctive des Rothschild. Meir, lui, continue son ascension dans la cour de Wilhelm, qui devient un des princes les plus riches d'Europe. Mais c'est en 1806 que la réputation des Rothschild est définitivement établie. Nous sommes en pleine guerre napoléonienne et le prince de Hessen, suite à une série de mauvaises décisions, devient l'ennemi de Napoléon. Il disperse sa fortune à la va-vite avant de se sauver au Danemark. Rothschild, lui, en cache une partie, mais surtout, toute la comptabilité, les lettres de créance, tous les emprunts du prince sont cachés dans la cave des Rothschild dans la Judengasse. D'ailleurs, Karl Buderus nomme Meir Amschel banquier appointé du prince. C'est le rêve de Meir, mais les risques sont énormes. L'argent et les créances du prince appartiennent dorénavant à Napoléon. Napoléon propose à Rothschild 25% sur tous les revenus du prince s'il lui transmet des documents cachés. Rothschild décline l'offre, sillonne l'Europe avec ses fils pour collecter l'argent dû au prince, construit des calèches avec des compartiments secrets et parle avec ses enfants un langage codé très particulier, le yiddish. D'ailleurs, le prince Wilhelm devient dans leur bouche Goldstein. En 1812, Meir Amschel décède, ayant auparavant dispersé ses 5 fils à travers les grandes places financières européennes, Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. Quand le prince Wilhelm, maintenant âgé, reviendra de son exil, il est convaincu qu'il ne reste rien de son empire financier. Les Rothschild et Napoléon lui auront sûrement tout pris. Et ce sont les fils de Meir Amschel qui demandent à voir le prince et lui rapportent ses titres, créances, tout l'argent caché, en fait beaucoup plus que ce qu'il y avait à l'origine. Le nom des Rothschild est maintenant fait. Concordia, fraternité, integritas, droit et intègre, industria, entrepreneur. C'est ce qui figure sur leur armoire avec la main aux 5 flèches, les 5 frères, une fois qu'ils sont anoblis et faits barons. Nathan Meyer, créateur de la branche londonienne, va accroître l'empire de la famille qui devient sûrement la plus riche au monde. Comment? Aidé de son frère James, qui a lui ouvert la branche parisienne de la famille. Dans une Europe meurtrie par des guerres sans fin, il va investir judicieusement sur l'or, acheter des actions en chute libre à cause de la guerre et qui monteront en flèche une fois la guerre terminée et Napoléon terrassé. Au passage, à l'aide de ses frères, il achemine des lingots d'or à l'armée britannique, contribuant à sa victoire. À la fin, il est non seulement milliardaire, mais c'est aussi un héros national.
Nathan et son frère James sont les inventeurs de la finance moderne. Bon d'accord, mais comment les Rothschild se retrouvent impliqués dans les débuts du retour à Sion? Nathan Meir se marie avec Hannah Baron-Cohen et deviendra donc le beau-frère du fameux Moses Montefiore, qui avec sa femme yéhoudite deviendra le grand bâtisseur de Jérusalem et de ses nouveaux quartiers. Et c'est sûrement ces deux-là qui entraînent Nathan avec eux dans leurs aventures sionistes. Mais c'est surtout Edmond, le fils de James, la troisième génération donc des Rothschild, qui côté français va faire une véritable révolution. C'est de lui que dira Chaim Weizmann, premier président de l'État d'Israël. À mon avis, il a été le principal leader politique de notre génération. Nous sommes en 1883 et les premières implantations de la première Aliyah sont en extrême difficulté. Plus d'argent, n'ayant pas réussi à concrétiser leur rêve agricole, sont en train de se casser la figure. En fait, c'est un coup fatal pour le jeune mouvement sioniste. Edmond, de son côté, avec sa femme Adélaïde, une cousine extrêmement pieuse et dévouée au peuple juif, suit leur évolution avec admiration, depuis le début. Approché notamment par le rabbin Tzadok Kahn, grand rabbin de France, qui lui raconte ce qui se passe, il accepte d'allouer une première somme de sauvetage qui va littéralement sauver de la faillite des endroits comme Rishon LeZion, Zichron Yaakov ou encore Rosh Pina. Le baron, au début, préfère rester discret. Il est connu sous le nom du Nadiv Hayadoua, le fameux généreux. Puis cela devient un vrai projet de vie où il y met toute sa créativité et sa fortune. Construction de maisons et villages, forage de puits, pompe à eau, achat de terre. Mais surtout, le baron envoie une série d'agronomes pour réapprendre à cultiver cette terre tellement hostile, abandonnée depuis tellement longtemps. Il posera les bases de l'empire agricole tellement improbable que deviendra Israël. Mais Edmond et Adélaïde ne se contentent pas de lancer des ordres depuis le confort de leur château. Ils font leur premier voyage en Israël en 1887. D'ailleurs, ils viendront 5 fois en Israël. Pas une simple entreprise à l'époque. D'ailleurs, à leur premier voyage en route vers Zichron, ils montent dans une charrette douteuse tirée par 2 chevaux. La charrette se brise en 2, il faut maintenant terminer à pied. Les délicats escarpins de la baronne ne tiendront jamais, qu'à cela ne tienne. Le charretier de Zichron déchire sa chemise, en fait des bandeaux qu'il enroule autour des chaussures de la baronne et en avant, à pied, jusqu'à Zichron Yaakov. Un système de fonctionnaires du baron, français, pas toujours sioniste, est mis en place et va tout régir. Ce système va créer des tensions qui vont mener à une rébellion, assez ingrate diront certains, contre le baron. Celui-ci a la grandeur d'âme d'écouter et de transmettre la gestion à une autre organisation, la Jewish Colonial Organization, en y allouant tout de suite une somme de 140 millions de francs. Certains y voyaient de la philanthropie, mais c'était tout autre chose, dira le baron. Quand je vois ces juifs de Zichron Yaakov, je vois ce qui est à mes yeux le vrai juif. Au final, le baron et la baronne, ce sont 125 000 hectares achetés, 30 implantations, mais surtout l'impulsion providentielle qui sauvera littéralement l'aventure sioniste. 20 ans après la mort d'Edmond Binyamin et d'Adélaïde de Rothschild et leur enterrement dans la concession familiale du cimetière du Père-Lachaise, la famille décide qu'il est temps qu'ils résident là où ils voulaient sûrement être. Le 6 avril 1954, leur dépouille est mise en terre dans leur nouvelle tombe au sein des jardins du fameux généreux Gané Hanadiv. Alors commence ce qui sera le plus beau des témoignages et des testaments, une procession d'une trentaine de paysans en habit de travail, un sac blanc à la main et sur le sac, le nom d'un village ou d'une implantation. Ce sont des sacs de terre de toutes les implantations du baron. Alors chacun à son tour s'approche et dépose son sac de terre. Le baron et la baronne reposent littéralement dans cette terre d'Eretz Israël qu'ils ont achetée, construite, sauvée et fait fleurir.